Hey guys, C'est Ouais. ça, c'est le guys qui dit ça. C'est tellement sexiste. c'est clair. C'est bon, on est en direct, je crois. Parfait. Ravi de pouvoir vous présenter tout ça et de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez juste nous signifier dans le chat, les participants et participantes, que vous entendez bien, que vous me voyez bien? Salut Flora, salut Thomas. Et évidemment, bonjour Pablo et bonjour Pauline. Salut Paul-Louis. Salut Pablo. Salut Paul-Louis. Salut Pauline. On va attendre encore 2-3 minutes que les gens puissent avoir le temps de se connecter. Salut Mimosa, Gravier. Thomas, je ne sais pas dans quel... je te parle à toi, tu as répondu dans le chat. De quelle entité tu fais partie? Pourquoi tu nous rejoins? Mimosa, pareil. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quelle est la raison de votre venue, d'où vous venez. Salut Patrick. Sarah qui est en train d'écrire. Salut Sarah. Bon, on a déjà pas mal de monde qui est présent. Il y en a qui arrivent. Piscine Made in France. Salut Thomas, bienvenue. Du coup, on va pouvoir commencer. Ravi de pouvoir tous vous accueillir sur ce webinaire qui est dédié, du coup, évidemment, au online, au e-commerce. On a la chance de recevoir, du coup, aujourd'hui Pablo, qui est cofondateur de The Trust Society, et Paul, qui est fondatrice, de Sève. Tu as raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je suis très, très heureux en tout cas de vous avoir tous les deux parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, et beaucoup ne le savent pas, on se connaît très bien individuellement. Moi, Pablo, je crois que tu es une des premières personnes avec qui j'ai parlé quand je suis arrivé chez Payplug il y a 1 an. Et Pauline, ça a suivi dans les semaines qui ont suivi. Donc, on est un peu tes clients préférés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour le coup, ouais, j'ai dû parler de The Trust Society à peu près 12 fois dans 10 posts LinkedIn. Et puis, Save, pour le coup, c'est une marque que je présente énormément comment dire, vous avez des valeurs, en tout cas, ces deux marques-là ont des valeurs qui me font cher. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voulait faire appel à vous pour parler du e-commerce, pour parler de la croissance, pour parler évidemment de Made in France. Du coup, je vais vous laisser évidemment tous les deux individuellement vous présenter. On a dit juste avant, on a deux intervenants qui sont Pauline et Pablo. Pablo, je te laisse commencer, te présenter, mais surtout présenter The Trust Society. Yes, avec plaisir. Merci pour cette super intro, Paul-Louis. Nous, on est en tout cas ravis d'être passé sur Payplug il y a plus d'1 an, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est content de venir échanger avec toi sur le sujet crucial qui est le paiement. Moi, je m'appelle Pablo, j'ai 29 ans, je suis le 30 ans dans 3 jours. Je suis cofondateur de Trust Society, et nous, on a une phrase très très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On aide nos clients à agir au quotidien avec leurs produits du quotidien. Donc, la mission, c'est de dire pour agir pour la planète, tu peux faire plein de choses. Tu peux changer de banque, manger moins de viande. Et tu peux aussi changer de shampoing demain. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, de les accompagner de sorte qu'ils aient de l'impact tous les jours chez eux, en se brossant les dents, en faisant leur lessive, de faire en sorte que leurs produits fassent un geste à la fois écologiquement, mais aussi socialement. Ok. Et comment tu sélectionnes les marques avec qui tu travailles? On a une double sélection. La première sélection, elle est très binaire et un peu brutale. C'est 3 règles d'or. Donc, fabrication en France, pas de plastique jetable et produits verts sur Yuka. Ça fait déjà un écrémage assez fort. Vraiment avec cette volonté de dire on ne va pas juste faire le pas de plastique ou juste faire le Made in France ou juste faire le bio. On va essayer de mettre tout ça en même temps. Il y a 3 ans, c'était compliqué. Il y avait peu de marques qui répondaient à ces critères. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et le deuxième critère, il est beaucoup plus sur la notion d'efficacité. Donc, nous, on a un processus un peu particulier où, en fait, les produits sont pré-testés par nos clients avant d'être introduits sur le e-shop. Là, par exemple, toutes les marques qui ont été testées les 3 dernières semaines ne sont pas encore sur le shop. On n'en parle pas encore. Et on n'en parle qu'1 mois après avoir
un panel de clients qui a dit ok, moi, ces produits, je les aime bien, parce qu'on s'est rendu compte à travers le temps que le principal frein à une consommation plus responsable, ce n'est pas tellement le prix ou la sélection ou autre, c'est vraiment la question d'efficacité avec des produits qui sont parfois déceptifs. Ok, très clair. Merci beaucoup. Pauline, du coup, je te laisse présenter à ton tour Sève. Ouais. Alors moi, je suis la créatrice de la marque Sève. Je suis une dingue de cosmétiques naturels et d'ingrédients botaniques. Donc, après plusieurs années passées dans les plus jolies marques de l'industrie cosmétique française, j'ai décidé de créer ma propre marque. Je suis originaire d'Auvergne. En Auvergne, plus particulièrement du parc des volcans d'Auvergne, il y a beaucoup de bouleau. Et voilà, il y a une tradition familiale dans ma famille. Ma grand-mère faisait des cures de sève de bouleau à la lune montante de mars. C'est le seul moment de l'année où on peut récolter la sève de bouleau. Et c'est un extraordinaire élixir de jouvence pour le corps et l'organisme. Donc, je travaille avec un botaniste et nous avons déposé un brevet sur l'association de la sève fraîche de bouleau bio et du chaga bio. C'est un champignon médicinal qui ne vit que sur le bouleau et qui est surnommé le champignon de l'immortalité. Donc, j'en ai fait un brevet et j'ai lancé il y a 3 ans et demi maintenant, à la fois en pharmacie et sur le digital, la marque Sève, donc 42 produits. Et donc, nous, comme le disait Pablo et toutes mes années d'expérience, voilà, le naturel, c'est super. Mais la femme, en tout cas en cosmétique, recherche de l'efficacité. Donc, moi, c'était absolument ce que je voulais, de l'efficacité. Parce que j'ai déposé des brevets et puis j'ai des actifs qui sont tous titrés. Donc, c'est comme des médicaments. En fait, on va chercher la molécule active des plantes. Et puis, également, il y a beaucoup de sensorialité et avec un côté assez décalé dans la communication. Bien sûr, tout est made in France et tous les ingrédients sont issus de la nature française et la sève et le chaga sont récoltés à la main dans le parc des volcans d'Auvergne, donc certifié EcoCert. Voilà. Et je travaille avec Payplug maintenant. Je suis passée chez Payplug il y a en janvier. C'était quand, Paul-Louis? En janvier, ouais, c'est ça. Ouais, c'était en janvier. Ouais. Pour être made in France jusqu'au bout du paiement. Trop bien. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir des boulets Sève sur The Trust Society bientôt? Alors, je sais pas, parce que moi, ça pourrait rentrer. Après, moi, j'ai quand même j'ai certains packaging en plastique. Donc ça, de toute façon, en cosmétique, c'est quand même pas évident de mettre. Voilà, le plastique, c'est pas non plus. En fait, il y a des alternatives, mais qui sont parfois pires. Ouais. Bon, voilà, on va peut-être pas rentrer. On va pas rentrer là-dedans. Peut-être dans le plastique végétal ou qui peut aussi être à base d'amidon, qui affame des populations qui ne peuvent plus récolter du blé pour leur bétail. Enfin voilà, ouais. Il y a toujours en fait des side effects complètement, ouais. Quand on essaye de faire les choses au mieux. En tout cas, moi, les 3/4 de ma gamme sont en verre recyclé. Avec des papiers issus de forêts gérées écologiquement et avec des encres végétales. Donc voilà, on essaye de faire pour le mieux. Bien sûr, après, il y a aussi des freins industriels qui aujourd'hui font qu'on ne peut pas tout faire en verre ou en carton ou en quoi que ce soit, mais en tout cas, on y travaille à fond. Ok, non, mais tu sais que c'est une super question que tu poses parce que en fait, aujourd'hui, nous, si on ne dit pas de plastique, c'est par conviction. Mais en fait, si tu prends la question en fait, si demain, quelqu'un met à la poubelle un flacon en verre et un flacon en plastique, en termes de CO2 rejeté, le verre est pire que le plastique. Mais en fait, c'est ça. Il y a tellement. Moi, je travaille à fond sur le truc du recyclage recyclé. Et en plus, les filières en France, elles ne sont pas forcément non plus abouties. Enfin, c'est un casse-tête, en fait, pour les industriels. C'est super complexe, ce sujet du plastique. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pauline, pour cette intro. Le déroulé un petit peu, évidemment, on en vient à Payplug. Ce n'est pas le gros sujet, mais on y vient évidemment. Payplug, donc une solution de paiement omnicanal française, solution de paiement par carte bancaire.
à la fois sur l'online, mais aussi en magasin. On accompagne de plus en plus de marques aujourd'hui qui ont cette envie de s'orienter vers de l'omnicanal, donc avoir un e-shop, mais aussi avoir un point de vente en fixe. Est-ce que c'est un point de vente éphémère? Est-ce que c'est un point de vente qui est fixe sur la durée? Voilà, on accompagne en tout cas les e-commerçants, les commerçants de manière générale dans cette optique. Donc, on accompagne évidemment Pablo sur The Trust Society et Sève avec Pauline sur leur site. Si je ne me trompe pas, vous êtes tous les deux sur un Shopify actuellement en termes de e-commerce, en termes de CMS. Les avantages de PayPlug sont assez simples et c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui de plus en plus de marchands nous font confiance et les raisons pour lesquelles Pauline et Pablo nous ont fait confiance de base, c'est la simplicité, à la fois du côté du marchand, mais aussi du côté du porteur de carte. Au niveau de la conversion, on donne aujourd'hui des dispositifs qui permettent de passer toute la friction qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'achat en ligne et également l'accompagnement. C'est le point d'honneur que l'on met aujourd'hui chez PayPlug à accompagner chacun de nos e-commerçants dans son expérience utilisateur chez nous. L'agenda de ce webinaire, il est assez simple. On va parler du panorama des DNVB françaises, mais aussi des comportements d'achat chez ces e-commerçants-là. Les meilleurs conseils pour gagner en conversion, là pour le coup, je vais beaucoup vous laisser la parole parce que les meilleurs conseils, c'est vous qui les avez à donner. Et puis enfin, on fera une petite liste non exhaustive des outils et solutions qui permettent aujourd'hui d'assurer une croissance pérenne et, quand c'est possible, d'assurer le Made in France jusqu'au boutiste dont tu parlais à l'instant, Pauline. Du coup, on commence par les comportements d'achat, évidemment. Si vous avez des questions, je le rappelle, je l'ai noté dans le chat, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter dans le chat, on y répondra à la fin. Les comportements d'achat sur cette verticale DNVB, ils sont assez étonnant parce que, en fait, radicalement différent de ceux qu'on peut voir sur le e-commerce d'une manière générale. Alors, on en parlait en off un petit peu avec Pauline et Pablo. Le panier moyen que vous voyez ici, il n'a absolument rien à voir avec celui de Sève ou même celui de The Trust Society. Là, c'est véritablement le panier moyen des DNVB. D'une manière générale, en tout cas, on a pris 150 DNVB. C'est une analyse que l'on a faite sur 150 DNVB. Cette analyse, elle porte sur toutes les DNVB qu'on peut trouver sur tous les secteurs d'activité. On va de la cosmétique aux protections menstruelles, on peut aller même jusqu'à de la literie, du linge de maison. Donc, voyez ce panier moyen comme étant assez large sur en tout cas les DNVB qu'on est allé rencontrer. Donc, ce panier moyen, il était en 2019 de 132 €, il est de 144 € en 2020, puis de 154 € en 2021. On voit en fait qu'il y a une nette progression. Est-ce que la crise sanitaire a accentué ce phénomène? Ça, ce sera à voir lorsqu'on en sera définitivement sorti. Ce qu'on a pu en tout cas noter, et je pense que c'est là un petit peu où on s'est tous un peu plantés sur le e-commerce au cours des derniers mois, c'est notamment lorsque on a eu la réouverture des magasins en juin. On était tous persuadés que cette crise sanitaire elle allait changer radicalement nos modes de consommation. Et pour autant, quand on a eu cette réouverture des magasins tant attendue au mois de juin, on s'est rendu compte que non, les gens retournaient en magasin et qu'ils avaient besoin d'avoir ce contact et besoin de revoir en fait les marques avec lesquelles elles ont aujourd'hui un vrai lien. Donc ce panier moyen, il est, comme vous pouvez le voir ici, 3 fois supérieur à celui qu'on voit en tout cas en moyenne dans les autres magasins. Donc ça, c'est une donnée qui est assez intéressante aujourd'hui. L'e-commerce, c'est le principal canal de distribution des DNVB. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le pourcentage du nombre total de transactions en 2021. Il s'effectue effectivement en e-commerce. En magasin, nettement moins. Mais là où c'est véritablement intéressant, c'est que si on revient sur cette donnée-là, il faut savoir que plus de la moitié des marques qui vont vendre en e-commerce ont également une boutique en dur. Et ça, c'est véritablement intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a aujourd'hui une nécessité pour les marques d'aller à la rencontre de leur clientèle, de leurs consommateurs. Et cette rencontre, elle s'effectue en ligne, elle s'effectue en magasin, elle s'effectue sur les réseaux sociaux, elle s'effectue en showroom, elle s'effectue en salon. Et il y a ce besoin aujourd'hui d'aller rencontrer par tous les canaux possibles ces consommateurs. Donc certes, il y a une grosse partie aujourd'hui, quasiment 9 transactions sur 10 s'effectuent en 2021 sur la partie online. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, plus d'une marque sur 2 qui vend actuellement sur le e-commerce, en e-commerce, elle a aujourd'hui un point de vente en fixe ou en tout cas une autre manière de rencontrer
ses consommateurs. Ce qu'on voit aussi, et je pense que là, vous avez des belles choses à nous dire tous les deux, c'est les comportements d'achat et notamment le device qui va être utilisé. Je crois, Pablo, toi, ton chiffre, il est même supérieur à ça. Ouais, c'est 55. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que quand on se lance, on a un peu tendance à vouloir tout de suite optimiser le support visuel sur desktop, parce que c'est intuitif et c'est quand on est né globalement entre 1980 et 2000, on a d'abord été éduqué au desktop. Et maintenant, nous, quand on prépare, quand on fait des nouvelles pages produits, des nouveaux formats de pages collection ou autres, on fait d'abord le mobile, même si c'est contre-intuitif, parce que c'est là que se passe l'essentiel du trafic et des conversions. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Pauline. Ouais, mais moi, c'est encore pire. C'est carrément 75% qui est sur mobile. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été intuitif au départ. Voilà, en plus, on aime bien se faire plaisir avec des beaux visuels sur desktop. Et du coup, maintenant, on fait tout en responsive direct, quoi. On pense tout de suite direct par mobile. Donc surtout que nous, Paul-Louis, juste pour compléter avec un chiffre, nous, on remarque, et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore Hotjar sur votre site, il faut l'installer. On remarque quand on observe les enregistrements des sessions utilisateurs que le taux de scroll, de lecture d'une page mobile est 2 à 3 fois supérieur qu'une page en desktop. Donc en fait, souvent sur desktop, on a tendance à vouloir réfléchir à la première section, la deuxième section, la troisième, la quatrième. Nous, sur notre homepage, 50% des visiteurs s'arrêtent après le deuxième scroll. C'est-à-dire qu'ils voient le premier écran, le deuxième, et ils s'arrêtent. Sur mobile, à l'inverse, on a beaucoup plus de scroll jusqu'en bas. Et je pense qu'il faut vraiment se rappeler que c'est crucial de penser d'abord mobile et ensuite desktop. C'est aussi le gros intérêt, je pense, l'un des gros intérêts aujourd'hui de Shopify, c'est que le checkout de Shopify, le site de manière générale, d'ores et déjà, il est adapté à la fois pour le desktop et aussi pour le mobile. Je pense que vous pouvez nous confirmer ça tous les deux. L'un des gros avantages de Shopify aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir sortir rapidement un site et que l'architecture en elle-même, les effets de personnalisation vont venir après lorsqu'on veut aller encore plus loin, mais d'office, le site Shopify, qu'il soit sur mobile, qu'il soit visionné sur mobile ou sur ordi, il est aujourd'hui adapté au device de base. Carrément, parce que moi, avant, au début, j'ai commencé sur WooCommerce, et là, c'est l'enfer, c'était tout décalé, c'était vachement moins responsive, friendly que Shopify. Shopify, c'est très simple à faire un site responsive. Ouais, c'est vrai que nous, on regarde les taux de conversion au paiement, mais on regarde pas, si tu veux, les taux de conversion entre la page de panier, la page d'information de livraison et de choix de livraison. Tu sais que tu as des millions et des millions d'e-commerce qui utilisent ça au quotidien et que c'est suroptimisé. Donc, c'est vrai que c'est un confort qui est assez inestimable au quotidien. Très intéressant sur cette partie mobile. Je pense qu'on y reviendra après. Et tu le disais tout à l'heure, Pablo, à l'instant, sur les tranches d'âge. On voit aussi les comportements. Alors, historiquement, nous, chez PayPlug, sur la partie paiement, on a vraiment cette séparation qui se fait entre les différentes tranches d'âge, mais aussi dans les comportements. On sent que les 25-34 ans et même les moins de 24 ans vont avoir tendance à aller sur leur mobile. Et puis, on parle d'autres marques. Je pense à toi, Pauline, notamment. Tu nous avais dit ça la dernière fois en off, d'une personne de plus de 60 ans qui va plus facilement prendre son téléphone pour t'appeler et t'envoyer un chèque, alors qu'on a des comportements d'achat qui vont complètement être à l'opposé de tout ça lorsqu'on est sur des tranches d'âge qui sont beaucoup plus basses. Oui, c'est même plus que 60. En général, je pense elles ne doivent pas avoir loin de 80 ans. Celles qui me téléphonent et qui m'envoient des chèques, mais ça m'arrive assez souvent. J'en ai encore reçu un ce matin. Et en plus, moi, comme j'ai deux destinations entre le site et les pharmacies, ce qui est intéressant, c'est que je touche du 25-34 sur mon site, mais en pharmacie, ça va plutôt être du 45-54 en fait. Donc, ça me permet aussi d'avoir différentes catégories de produits que je mets en avant selon les canaux. Et c'est plutôt pas mal, en fait, parce que du coup, grâce à ces deux canaux, cette omnicanalité, en fait, j'arrive à toucher plusieurs générations en fait, de femmes que je ne toucherais pas juste en n'ayant qu'un seul canal.
C'est bien parce que ça rappelle aussi une chose et c'est l'un des éléments de l'ADN aujourd'hui des DNVB, en tout cas des entreprises qui se construisent un petit peu sur ce modèle. Vous en êtes l'exemple tous les deux. C'est aujourd'hui d'être customer-centric. C'est la règle d'or, j'ai l'impression, aujourd'hui, des DNVB qui se montent, ou en tout cas des entreprises qui ont cet ADN. Et là, c'est véritablement parlant ce que tu dis, Pauline, c'est-à-dire qu'on va chercher le client, peu importe là où il se trouve. Il a besoin il veut absolument être client de la marque, il veut absolument obtenir son produit, et on trouve une solution pour passer par chèque, même si ce n'est pas la solution optimale aujourd'hui. Et ça, c'est véritablement important. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu disais que tu as 46 produits ou 42 produits, j'ai plus le nombre exact, chez Sève, les 42 du coup ne sont pas en pharmacie ? Si. Ok, d'accord. Ok. Les 42 sont en pharmacie, mais en pharmacie, vu l'âge des gens qui vont souvent en pharmacie, je vais plus vendre de l'anti-âge. Ouais. Alors que sur Internet, en fait, je vais plus vendre de l'anti-acné, par exemple. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment des grosses catégories qui se démarquent selon les canaux. Est-ce que vous, c'est une donnée que vous arrivez à avoir justement les tranches d'âge et la répartition des transactions en fonction des tranches d'âge ? Toi, Pablo, je sais que tu es quand même très à fond sur tout ce qui va être Google Analytics, au niveau de tout ce qui est data qui va passer par ton site. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à bien suivre aujourd'hui ? Alors, avec Analytics, c'est compliqué parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les personnes qui vont au bout de la transaction que juste celles qui visitent le site. Nous, on pousse un petit questionnaire dans le mail de confirmation de commande pour savoir quel est l'âge de nos clients. En fait, il se trouve que c'est vraiment transgénérationnel. On n'a pas ça va de l'étudiante en droit à la jeune grand-mère. Enfin, c'est vraiment un spectre assez large. Et juste, si je peux donner un conseil à ce sujet, à partir du moment où une frange de votre clientèle dépasse les 40 ans, écrivez gros. C'est vraiment un truc, nous, souvent, on prenait des références pour notre site, on prenait des références de concept store qui adressaient une frange de population très jeune, avec du texte écrit en police 14, en police 12, vraiment du très épuré. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Moi, je vois quand je monte mon site à ma mère, à chaque fois, elle va avoir un réflexe, c'est d'enlever ses lunettes, de zoomer avec ses doigts. Et donc, nous, vraiment, un conseil là-dessus, c'est s'il faut être customer-centric, comme tu le dis, Paul-Louis, vraiment d'écrire gros une police de corps de texte, c'est minimum 18, voire 20, quoi, si vous avez une population âgée. Ouais, tu trouves les solutions pour t'adapter au plus grand nombre, en tout cas, de visiteurs. Ouais, et même si c'est un peu moins beau d'avoir un truc avec une police un peu plus large, c'est un conseil qu'on nous a donné pendant 2 ans. Tous les UX designers qui bossaient avec nous, ils nous disaient écrivez plus gros, et nous on disait non, on a une marque jeune, on essaie de rester un peu avec cette image jeune dynamique. Et en fait, le jour où on a changé les tailles de police, on a vu tout de suite l'effet sur les conversions et sur les temps de lecture des différentes pages de site. Ok. Écoute, on est sur des conseils qui sont très intéressants et je pense que ça fait le lien du coup avec la partie suivante. Les meilleurs conseils aujourd'hui pour gagner en conversion. À l'image de Sarah, n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions. On demandera à Pablo de revenir sur Hotjar en fin de conversation. On parlait tout à l'heure de la fluidification du tunnel d'achat. Tu parlais, Pablo, de nombre de scrolls sur mobile. Moi, ce que j'avais comme ressenti, ce que j'ai fait comme constat quand j'ai visité The Trust Society la première fois, du moins le site, c'est les informations qu'on peut facilement trouver en tout cas. Et je pense notamment rassurer vos clients quand tu veux limiter le nombre d'interactions, le nombre de questions. Aujourd'hui, il y a des choses très bien qui se font avec des chatbots où tu vas pouvoir poser des questions très facilement et c'est le bot qui va te répondre en fonction des mots-clés. Mais il y a aussi rassurer vos clients pour limiter justement ce nombre d'interactions et pour amener le plus rapidement possible ton client vers le panier d'achat et vers du coup la finalisation de cette transaction. Rassurer tes clients sur les avis, des choses comme ça. Et toi, je sais que chez The Trust Society, c'est un gros sujet, c'est de donner un maximum de contenu à vos utilisateurs. Comment tu fais aujourd'hui pour donner davantage de contenu ? J'ai 2 conseils à ce sujet, et pas 3, vraiment 2 qui sont cruciaux pour nous. La première, c'est quand on pense que son site est live, opérationnel, que tout est bon, on va voir sa grand-mère
et on lui fait faire le tunnel et on lui fait acheter un produit. On lui dit, mamie, achète un produit, achète son dentifrice. Et en fait, le jour où j'ai fait ça, nous, on se rend compte qu'en fait, il y a des milliards d'étapes qui paraissent évidentes pour nous, mais comment dire, la simple formulation du bouton ajouter au panier peut tout changer, peut vraiment avoir des effets colossaux sur la conversion. Donc, la première chose pour mettre les bonnes informations en avant, nous, on a souvent quand on monte une DNVB, on a tout. On vient un peu de l'intérieur, comment dire, on est assez digitalisé, on a l'habitude d'acheter en ligne. Pour mettre les bonnes informations en avant, il faut faire le tunnel de paiement à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de le faire. Et après, en fait, a priori, si votre grand-mère arrive à acheter chez vous, c'est que n'importe qui pourra acheter chez vous. Et le deuxième conseil à ce sujet, nous, on voit vraiment alors plutôt la partie paiement et non pas la partie page produit, comme la communication d'une compagnie aérienne. Je m'explique. Une compagnie aérienne ne va jamais communiquer sur le fait que son avion est sûr et qu'il n'y aura pas de crash d'avion, parce que si tu fais ça, tu mets ton client potentiel dans une situation de stress. Et c'est pour ça qu'aucune compagnie aérienne, si vous remarquez, ne fait de la communication autour de la sécurité de ses avions. Personne ne le fait. Parce que si tu fais ça, tu mets ton client potentiel dans des dispositions qui ne poussent pas du tout à venir acheter un billet d'avion chez vous. Et pour le paiement, pour moi, c'est un peu pareil. Si on met trop partout, paiement super sécurisé, vos données personnelles seront bien traitées, etc. Si tu appuies trop là-dessus, en fait, tu mets à l'esprit de ton client un problème que peut-être lui-même n'avait pas à l'esprit au moment de passer sa commande. Donc, si au moment de passer la commande, dans le tunnel de paiement, il y a écrit partout super sécurisé, vos données ne seront pas utilisées, etc. En fait, il faut le faire de façon très épurée et très simple. Il ne faut pas trop en faire. Ça, mon deuxième conseil, c'est vraiment de se dire ne venez pas rajouter une occasion de dire non aux clients qui sont sur votre site. Et c'est une phrase, je ne serai pas à la redire avec précision, mais pour quelqu'un achète chez vous, enlevez toutes les possibilités de dire non. Et sur le paiement, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, dire bien sûr un petit logo paiement sécurisé par Payplug, une super entreprise française, c'est bien, mais pas en fin des caisses parce que ça peut aussi déclencher de la inspection. Voilà. Ok. Et toi, Pauline, du coup, là, on va parler spécifiquement de tes produits à toi. On n'a pas l'habitude, en tout cas, pour avoir déblayé le marché de la Sloco depuis un an, on n'a pas l'habitude de voir des cosmétiques à base de sève de bouleau. Comment tu fais pour à la fois rassurer tes clients sur la sève de bouleau, c'est bien fait, et en même temps les amener le plus rapidement possible vers la finalisation de cette transaction? Déjà, la sève de bouleau, en fait, c'est quand même très connu pour ceux qui s'intéressent à la cosmétique botanique, parce que en fait, c'est depuis l'Antiquité. Pline l'Ancien en parlait déjà. Pierre-François Percy, le chirurgien des armées napoléonienne, pendant la campagne de Russie, on faisait aussi la promotion. Il y a eu énormément de... c'est pas ma grand-mère qui a inventé la cure de sève de bouleau. Donc, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui sont au courant. Donc, c'est déjà très rassurant. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un brevet. Donc, un brevet, pour faire déposer un brevet en France, il faut démontrer l'inventivité d'une part, et d'autre part, il faut démontrer l'efficacité. Donc, ça, c'est... Voilà, le brevet, ça rassure. Je suis vendue en pharmacie, il y a la caution pharmaceutique. Et sur le site, moi, ce que je fais, je vois ce qui déclenche beaucoup les conversions, en fait, c'est les avis. Donc, moi, je fais beaucoup de collecte d'avis. Je relance beaucoup les consos. Je fais des campagnes aussi de collecte d'avis avec différentes entreprises. Je récompense aussi via un programme de fidélité les gens qui déposent des avis. Et on voit, il y a des stats, genre quand il y a 20 avis, ça augmente de 10% la conversion, 50 avis de 20%. Après, je crois qu'il y a un plafond à une centaine d'avis. Mais ça, moi, c'est vraiment là où je vois que c'est hyper bénéfique. Ouais. Donc ça, je les ai des Mahom, je les ai sur toutes les fiches produits. Et après, moi, quand même, par rapport à Pablo, je vois que quand même, paiement sécurisé, je le mets pas mal quand même parce qu'en fait, moi, le fait que je sois passée chez vous, que ça soit super écrit, que je l'ai mis et tout, en fait, moi, ça m'a enlevé tous mes tickets de SAV où les gens, en fait, étaient c'était hyper anxiogène, en fait, le paiement sécurisé.
pour eux et je n'ai plus un seul ticket de oui, est-ce que c'est vraiment sécurisé voilà, sur mon SAV. Donc, ça l'est, je le dis, quoi. Enfin, voilà, moi, je le cache pas et au contraire, je l'affiche plutôt bien parce que je sais que c'est vraiment un frein. Peut-être que moi, j'ai une clientèle un peu plus âgée qui, du coup, flippe, n'est pas voilà, hyper. Mais bon, c'est aussi eux qui ont des paniers d'achat plus importants. Donc voilà, moi, je rassure vraiment sur la sécurisation du paiement parce que j'ai vu que c'était un pain, en fait, assez important pour pas mal de gens. Donc voilà. Très, très intéressant. Et puis, ça rappelle une chose, c'est qu'on a la chance aussi d'évoluer sur le e-commerce. Le e-commerce, c'est riche d'une chose, c'est la possibilité aujourd'hui de tout expérimenter et d'expérimenter facilement. Pablo, on y reviendra juste après, mais tu as aussi parlé de cette expérimentation sur les différentes solutions de paiement que tu utilisais à l'époque. Du moins, en début d'année, il y a eu une belle expérimentation. On y reviendra juste après, mais si moi, il y a une chose que je rappelle toujours à des commerçants avec qui j'échange, qu'ils soient clients ou pas, qu'ils aient l'intention de passer avec moi ou pas, c'est toujours expérimenter, tester les solutions. Aujourd'hui, la plupart des solutions, il y en a encore certaines, et je me demande encore comment en 2021, on peut s'engager sur 4 ans avec une solution X ou Y, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir un marché qui est riche de solutions qui sont généralement sur des formats SaaS, sans engagement, qui ne vous coûtent rien si ce n'est à l'utilisation. Donc, testez, mettez en place des solutions, faites-vous confiance en tout cas sur les solutions que vous testez. Et j'allais vous dire, l'intérêt, c'est de pouvoir justement se rendre compte que ça ne fonctionne pas et ensuite passer à autre chose. Et c'est ça l'intérêt du e-commerce, c'est de la possibilité de pouvoir naviguer entre les différentes solutions. Tu en parlais juste à l'instant, Pauline, d'avoir une page de paiement qui soit rassurante, ça a beaucoup joué en tout cas pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la différence avec avant et maintenant parce qu'il y a eu des gros changements, parce qu'on était sur une page de paiement qui était quasiment, j'allais dire, de la marque blanche pour Seth, puisqu'en fait, ton nom n'apparaissait quasiment pas. Là, aujourd'hui, on réassure l'image de marque. Qu'est-ce qui a changé pour toi, véritablement ? Outre le fait, donc, ce que je te disais, qu'on a gagné beaucoup de temps au SAV, en plus, c'est quand même, nous, on a changé, enfin, ça a été aussi dans la période où il y a eu énormément d'arnaques. C'est-à-dire, on a vu tous se développer ou entendre parler d'arnaques pendant le confinement, les confinements, là, tout ce qu'on a vécu. Donc, les gens étaient d'autant plus méfiants, en fait. En plus, voilà, moi, je suis pas une marque connue non plus, donc voilà, ils se disent, est-ce que je vais vraiment acheter sur un site? Est-ce que je vais vraiment recevoir mes produits? Donc voilà, la réassurance. Et puis après, hyper techniquement, j'ai augmenté, quand je suis passée chez vous, j'ai augmenté le panier moyen de 5% et le taux de conversion de plus 6. Et j'ai eu moins 24% de taux de rebond et un abandon de panier qui a diminué de 8,6%. Donc voilà, j'ai eu tous les indicateurs au vert et en plus, voilà, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais c'est quand même aussi hyper important. On sait que quand on travaille avec les grosses boîtes américaines, le SAV, enfin c'est un peu l'enfer hein, pour joindre quelqu'un. C'est toujours en décalage. On a 12 personnes qui répondent. À chaque fois, il faut expliquer. Enfin, alors que là, c'est hyper fluide en fait. Hein, voilà, Paul-Louis, on est même sur Slack. Enfin, Paul-Louis, c'est-à-dire il répond plus vite que son nom. On n'a même pas fini d'écrire, d'envoyer que j'ai donné une réponse. Donc c'est aussi, voilà, nous on fait que gagner du temps en fait. Nous, c'est une course contre la montre, hein, les startups. Donc, si on peut en gagner de par le service client qui a plus à traiter les 12 000 personnes qui veulent savoir si c'est bien sécurisé, les rassurer, nanana, ou si quand il y a un truc, on a des questions, on a des réponses immédiates, bon ben voilà, c'est aussi ça c'est fait. Enfin voilà, c'est un souci en moins dans le cerveau à traiter et dans la to-do list. Donc voilà, ça a changé ma vie. Non, même pas, mais c'était vraiment voilà, c'était un beau changement. Ok, très clair. Et merci beaucoup en tout cas pour ces retours. Là, on parle aussi, évidemment, tout à l'heure, on l'a abordé, la partie mobile. Moi, j'ai envie de te faire intervenir aussi sur cette partie-là, Pablo. D'une manière générale, nous, ce qu'on a comme données aujourd'hui, c'est ce qu'on communique, c'est que plus d'un paiement sur deux, aujourd'hui, sur nos marchands, s'effectue sur mobile. On l'a vu tous les deux, pour vous, c'est plus même. 55 pour toi, Pablo, et 75% pour toi, Pauline.
Il y avait aussi, tu le disais pas tout à l'heure, un souci d'expérimentation et évidemment d'amélioration de l'expérience client sur mobile. Qu'est-ce qui a changé aussi dans l'utilisation de PayPlug sur ce device mobile que tu traites en priorité aujourd'hui de ton côté, Pablo? Alors, nous, pour dire un mot sur PayPlug, le contexte, c'est nous, on avait Stripe et PayPal qui fonctionnaient ensemble sur le site. Et qu'en fait, nous, on a remplacé ces deux outils par PayPlug. On n'a pas eu d'augmentation de conversion parce que je pense que le fait d'enlever PayPal, c'est quand même une solution qui est assez plébiscitée. Et si les gens qui nous écoutent ont vraiment envie d'aboutir à 100% à 0% de déperdition, je pense que c'est bien de garder PayPal avec PayPlug. Nous, c'est plus dans une logique un peu jusque boutiste de dire je suis 100% made in France. Aujourd'hui, sur les paniers abandonnés, il y a à peu près une personne sur 50 qui coche la case il manquait PayPal. Mais nous, en fait, ce qui est super important et ce qui était crucial pour nous quand on a choisi d'essayer PayPlug, en fait, c'est ce qu'on fait avec tous nos outils. C'est vraiment de voir si c'est responsive sur mobile et sur desktop. D'ailleurs, je ne sais pas si à ce sujet, vous avez maintenant la possibilité d'avoir une image différente sur mobile et sur desktop dans votre tunnel de paiement, mais c'est une feature que j'attends. Pas encore? Non, je ne crois pas. Mais par contre, c'est l'occasion de le faire remonter. Lors d'un webinaire, tu fais bien, il faut appuyer sur les petits points comme ça. Parce que tu vois là, le truc là sur ton exemple fleuriste, ouais. Moi ce que j'aimerais, c'est tu vois, pouvoir mettre un texte en haut sur desktop qui soit différent sur mobile. Bon, c'est un détail, mais non, mais voilà. Pourquoi particulièrement tu as besoin de communiquer différemment sur mobile? Non, parce que en fait, si jamais je veux mettre un petit message de réassurance ou si je veux, si je veux avoir des explications en texte, je suis obligé en fait, il faut que je puisse séparer l'image entre desktop et mobile parce que sinon, pour des questions de taille d'écran, parfois, je vais avoir le message qui va être coupé par la pop-up de paiement. Ouais. Et dans ce cas-là, là, c'est terrible. C'est-à-dire que là, on parlait d'expérience client. Si vous avez un message qui est tronqué sur une page de paiement, là, vous êtes sûr que votre taux de conversion va faire moins 200%, quoi. Ok. Non, mais très clair. Et puis, c'est pour ça, de toute façon, on parlait de Shopify tout à l'heure, qui est aujourd'hui une solution qui s'adapte aussi bien sur la partie desktop que sur la partie mobile. Et on avait cette nécessité, j'allais dire cette envie, mais non, en fait, c'est une nécessité pour aujourd'hui apporter une bonne expérience aux porteurs de cartes et aux marchands, c'est d'avoir cette page de paiement qui s'optimise de base, que ce soit sur du mobile ou que ce soit sur de l'ordinateur naturellement. Très intéressant en tout cas sur cette partie-là. On parlait, alors ça ne va pas aller dans ton sens Pablo, mais la diversification des moyens de paiement variés mais limités. Et tu le disais tout à l'heure, mais limités effectivement. Aujourd'hui, il y a Vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, nous, comment dire, pour pas raconter n'importe quoi à ceux qui nous écoutent, si vous de mettre plusieurs moyens de paiement, ce sera toujours mieux que d'en mettre un seul. Et si vous couplez, aujourd'hui, PayPal, nous, on a des gens qui me disent il n'y a pas PayPal, j'ai pas envie d'acheter chez vous. Nous, c'est vraiment un cas très particulier. En fait, quand on fait les calculs à la fin, la perte de chiffre d'affaires qu'on observe de personnes qui n'ont pas acheté via PayPal, en fait, on le gagne sur la com que prend PayPal, parce que PayPal, c'est une commission énorme sur les paiements. Et après, le deuxième biais, c'est comme on prône énormément le Made in France, on a des clients qui sont super compréhensifs quand on leur dit on n'a que PayPlug parce qu'on veut un truc 100% Made in France. Ouais. Ça s'entend, mais sur un site e-commerce classique, c'est peut-être pas une bonne idée je suis totalement aligné avec le fait de diversifier les moyens de paiement. Bien sûr. Et puis de toute façon, ça s'adapte aussi à votre secteur d'activité. Aujourd'hui, quand on est sur des paniers moyens qui avoisinent les 30, 40, 50 euros, c'est plus compliqué en tout cas d'aller sur des moyens de paiement dits alternatifs. Mais quand on va parler de solutions, de secteur d'activité, typiquement le linge de maison, je pense notamment à la protection menstruelle, parce que quand on achète des culottes menstruelles, on n'achète pas qu'une, on va en acheter 3, 4 pour essayer d'accompagner tout un cycle. On a aussi ce panier moyen qui va augmenter et donc naturellement des solutions de paiement qui vont pouvoir se proposer. Je pense évidemment au pay later, je pense au paiement fractionné. Tout ça, c'est des solutions que vous devez toutes et tous avoir en tête
à adapter et à tester aussi en fonction de votre clientèle, en fonction de votre panier moyen, en fonction de votre CMS, parce que toutes les solutions ne sont pas directement gérables et utilisables sur tous les CMS, mais tout ça est évidemment à adapter. Et ensuite, que ce soit avec Payplug ou une autre solution, la personnalisation, redonner du contenu, redonner du contexte, se réapproprier jusqu'au dernier moment la page de paiement pour pouvoir remettre en avant des produits, pour pouvoir remettre en avant le fait qu'on ait une page de paiement sécurisée et en même temps qu'on est bien chez le marchand. Et ça, c'est véritablement important. C'est ce qui va différencier des pages de paiement traditionnelles des banques où on doit zoomer avec ses doigts, où en fait, le nom du marchand n'apparaît nulle part. C'est ça aujourd'hui qui fait la force de Payplug et de nos marchands. C'est cette envie, en tout cas, d'aller jusqu'au moment du paiement, réassurer son image de marque et sa charte graphique. On en parlait et c'est pas forcément le gros de cette discussion, c'est évidemment les canaux de vente, aller en pharmacie comme Sève avec Pauline, c'est aller dans les différents points de vente, c'est pourquoi pas être dans un showroom, c'est pourquoi pas faire un point de vente éphémère sur la période de Noël. Il faut aujourd'hui pouvoir utiliser tous les canaux qui vous permettent d'aller rencontrer vos différents clients, que ce soit en physique, que ce soit en online, que ce soit par téléphone, que ce soit via des demandes de paiement. Et c'est ça véritablement qui va faire la différence aussi, c'est la pluralité des moyens que vous mettez à disposition et que vous donnez pour aller discuter avec vos clients. On en parlait tout à l'heure, le plus 6% de conversion, Pauline, depuis que tu es passé avec nous. Ce n'est pas uniquement lié à nous, hein. Il faut vraiment mettre aussi les points sur les i. Il y a de l'optimisation de site, il y a de mettre des avis. C'est tous les jours. Ce n'est pas uniquement la solution de paiement, c'est optimiser. Et l'optimisation sur le e-commerce, c'est simple. C'est beaucoup plus simple que quand il s'agit de changer la couleur de son store quand on a une boutique en dur. C'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place, qui évidemment vous prennent du temps, mais qui sont plus simples à mettre en place que d'autres. Et le plus 6% de conversion n'est pas uniquement lié au paiement, mais c'est de l'optimisation d'une manière générale. Opter pour une solution de retargeting, opter pour une solution d'automation emailing qui soit plus simple à utiliser, mettre en place une nouvelle solution de paiement, plein de choses comme celle-ci. En fait, j'apporterais juste une petite nuance sur ce que tu dis, Paul-Louis, là-dessus. Enfin, pas une nuance, mais plutôt une précision. Et pas forcément sur la conversion. Tu parles beaucoup de tester, en fait. Tu dis beaucoup tester les outils, etc. Et on est totalement aligné avec ce que tu dis chez Trust. Nous, peut-être la petite nuance qu'on va apporter, c'est quand on se lance ou quand on a un business qui fait, je dirais moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, on a un peu un biais qui est de se dire je vais pouvoir tout mesurer. Alors qu'en fait, il faut vraiment se rappeler, quand un institut de sondage fait un sondage pour, par exemple, les présidentielles, le sondage n'est pas considéré comme fiable tant qu'on n'a pas au moins 1000 répondants. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand je teste un outil, quand on a testé Payplug pour voir si jamais c'était mieux que PayPal ou moins bien, on a attendu d'avoir 1000 transactions pour pouvoir comparer, vraiment avoir des chiffres qui font du sens. Parce que je reprends l'exemple de Hudger tout à l'heure. Une fois, j'avais une stagiaire chez nous qui débutait, qui était là pour sa première semaine et qui est réunion du lundi matin, qui fait sa slide pour présenter un peu ses chiffres et ce qu'elle a appris. Et elle nous dit, alors là, j'ai un stat super intéressante. Le taux de rebond grâce à ce nouvel outil est passé de 100% à 0% ou à 50%. Le taux de rebond, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la part de personnes qui arrivent sur votre site et repartent sans avoir fait d'action. Donc, plus il est élevé et moins c'est bien. Et donc, on lui dit, mais attends, c'est bizarre, ça, de passer de 100% à 50%, c'est quand même une super stat. Cet outil, ça veut dire qu'il faut le généraliser partout sur le site. Et en fait, sa stat était basée sur 5 sessions. Et en fait, le point qui est super important quand vous testez des nouveaux outils, c'est soit cet outil, vous allez pouvoir le mettre en perspective sur un nombre, sur un échantillon fiable d'utilisateurs. Par exemple, si jamais c'est du taux de rebond, à partir de 1000 visiteurs, c'est fiable. Donc ça, a priori, vous allez pouvoir le faire. En revanche, si vous testez un outil qui doit vous permettre de savoir si le bouton de paiement sur une page spécifique du site va être plus efficace qu'un autre, si jamais sur cette page-là, vous avez juste, je ne sais pas moi, 10 visiteurs par mois, il ne faut pas forcément prendre ces chiffres comme pour argent comptant. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on recommande de faire, quand on se rend compte que les volumes ne seront pas suffisants pour évaluer, savoir est-ce que l'outil était bien ou pas, là, dans ce cas-là, on recommande plutôt de ne pas se poser de questions et d'aller poser des questions à des gens qui utilisent ces outils et qui ont des marques établies avec du trafic des visiteurs. Et nous, quand on se rend compte qu'il y a une dimension du site où il n'y a pas assez de volume pour avoir des données pertinentes, en fait, on va
poser des questions à des marques qui sont plus grosses que nous, plus de volume, plus de chiffres. On leur dit qu'est-ce que vous faites et on fait pareil. Et pas aller analyser des chiffres sur des petits volumes. Ouais, donc en fait, c'est tester, mais définir aussi un cadre pour que ce test soit pertinent. Parce que sinon, tu peux choper des chiffres qui te mettent dans la mauvaise direction. Bien sûr, bien sûr. Ok, très très clair. On passe du coup à cette troisième partie. Ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Une croissance pérenne et made in France. Cette croissance, elle peut être liée évidemment à plein de choses. On parlait évidemment de la simplicité pour vos porteurs de carte à utiliser une solution de paiement où ils n'ont pas besoin d'inscrire le nom et le prénom du porteur de carte. Chose qui fait gagner énormément de temps, notamment lorsqu'on a des petites frictions dans le nom et le prénom. C'est d'avoir une plateforme qui soit simple d'utilisation, mais aussi, et c'est là où je mets vraiment en avant PayPlug aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est de ne pas avoir à aller sur PayPlug. C'est qu'en fait, le paiement devienne un non-sujet. D'une part, parce que quand on est sur Shopify, l'intégration, et sur la quasi-totalité des CMS avec lesquels on travaille aujourd'hui, l'intégration, elle est faite telle que si vous avez des remboursements à faire, vous n'avez pas besoin d'aller sur PayPlug pour effectuer ces remboursements. Et ça, c'est du gain de temps. C'est-à-dire qu'on peut faire un maximum de choses depuis Shopify. L'automatisation des virements, votre argent, il arrive aussi et c'est vos fonds. On a besoin, quand on est une jeune entreprise, de savoir que nos marchands, ils ont accès rapidement à leurs fonds parce qu'ils ont besoin de repasser des commandes, parce qu'ils ont besoin de rassurer les banquiers sur le fait qu'il y a bien des liquidités qui arrivent, sur le fait qu'il y a bien de l'activité. Et ça, c'est aussi l'intérêt de PayPlug, c'est de vous donner facilement et rapidement accès à vos fonds. On en parlait évidemment, solution omnicanal, tout ça vous permet de gagner du temps au quotidien sur la partie paiement et qu'au final, le paiement devienne un non-sujet. Les 3 conseils qu'on avait à vous donner, qui sont à retenir, alors c'est les grandes catégories de conseils, mais chaque catégorie va avoir ses conseils évidemment bien précis. On mise sur une approche direct to consumer. Je pense que Pauline, t'en es l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher le client là où il est. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est un retour qu'on te fait par rapport à d'autres marques, justement, d'avoir ce que tu as aujourd'hui, que Sève a aujourd'hui, cette approche direct to consumer? Ouais. Et même, tu sais, au début, en fait, j'avais fait qu'un site vitrine, parce que je pensais que j'allais ouvrir des pharmacies, pour la petite anecdote, plus rapidement. Et en fait, sauf que j'avais ouvert une pharmacie à Marseille et une à Bordeaux, et que j'ai eu un énorme article dans Elle, avec mon numéro de téléphone. Et en fait, il y avait des gens qui me disaient, mais je vais acheter vos produits. Et en fait, j'ai dit, à mes stagiaires, on va faire de la vente de la Redoute, quoi, à l'ancienne. C'est-à-dire, on va vous envoyer une brochure, madame, avec un bon de commande, et puis vous allez nous le renvoyer. Donc, au début, on s'est vraiment adapté. Donc, c'est ça, en fait, ça a été l'agité. Et puis après, ça a été aussi, de vouloir être en pharmacie. Ça a été aussi, les gens, ils ont dit, mais moi, je veux tester les produits. Moi, j'ai pas forcément d'échantillons, c'est pas hyper écolo. Les envoyer, c'était cher. Donc, on a dit, faut aussi qu'on trouve des relais point de vente physique où c'est vrai, les gens, ils doivent essayer la crème, s'ils aiment l'odeur, tout ça. C'est pas évident de vendre des crèmes comme ça. Donc, oui. Et puis après, nous, le consumer centric, c'est primordial. Moi, je réponds même sur Insta, tu vois. Je réponds aux gens le soir. Les gens, en fait, sont hyper… tu vois, là, je regardais encore. Et là, les gens, ils sont hyper heureux. Ils disent, mais c'est incroyable, vous nous répondez en direct à tout le monde, toutes les consos. Enfin… non, mais ça crée, ça crée un… En plus, moi, pour avoir travaillé dans des grosses boîtes, je sais que c'est là où on peut aller les chercher. C'est-à-dire que eux, c'est tellement industriel qu'ils n'ont pas cette finesse du sur-mesure, de la haute couture, quoi. Eux, c'est de la masse. Nous, on a encore l'énergie, le temps, la conviction qu'il faut traiter chaque client, même un prospect, comme c'était notre best friend, quoi. Bien sûr. Et évidemment, l'approche direct to consumer, elle est propre au DNVB. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est pour ça aussi que l'image de marque, elle arrive aussi rapidement à entrer dans les têtes. Plein de marques, évidemment, qu'on pourrait citer, mais c'est ça aujourd'hui l'ADN. Quand on parlait de privilégier des outils simples, je pense que Pablo, tu as beaucoup à nous dire. Moi, j'aimerais juste rappeler une chose. Je fais écho à ce que disait la fondatrice de Pampa, qui est une marque française qui vend des fleurs. C'est une DNVB Noélie, la fondatrice, disait quelque chose de très vrai la dernière fois que je n'avais pas forcément en tête, mais qui est assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, les DNVB, quel que soit le secteur d'activité, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a des marchés qui sont à disrupter.
Et Noélie, ce qu'elle disait, c'est qu'elle, aujourd'hui, elle n'a aucun mal à aller prendre des cafés, à aller appeler, à aller faire des calls avec des concurrents, avec des partenaires et autres, mais surtout avec des concurrents, pour justement s'entraider, pour voir pourquoi pas quels mots-clés on pourrait acheter pour éviter de se marcher sur les pieds, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on a un marché en France qui est hyper vif, parce qu'on a un marché en Europe, d'une manière générale, qui est hyper intéressant et qui est hyper challengeant. Et il ne faut pas hésiter à aller prendre des cafés, à aller s'inspirer des concurrents, à aller s'inspirer des confrères, des consoeurs, etc. Et ça, véritablement, il faut vraiment l'avoir en tête. Pablo, si toi, aujourd'hui, il y avait des outils à privilégier, si tu pouvais m'en donner 3, autres que PayPlug, parce qu'on a compris, mais s'il y avait 3 outils aujourd'hui au quotidien dont tu te sers pour aller maîtriser tes fondamentaux, ce seraient lesquels? Je te prends de court. Ouais, non, je pense que la question est intéressante et je veux bien y répondre. En termes d'optimisation e-commerce, je pense que ouais, tu me prends. Nous, aujourd'hui, il y a un outil qui est Hotjar qui est quand même assez essentiel, je pense, pour voir un peu ce qui se passe sur son site. Et je pense que si vous avez la chance d'être suffisamment structuré pour avoir une personne qui est dédiée vraiment aux produits e-commerce, je pense qu'on ne peut plus trop s'affranchir de passer 1 heure par jour à regarder les enregistrements sur le site et voir un peu ce qui se passe, comment est-ce que les gens évoluent, est-ce que tout ça est fluide et intuitif. Après, pour le reste, nous, on a 30 applications qui tournent sur le site en parallèle et on est super friand de tous ces outils fournis par Shopify. La deuxième application qu'on utilise, c'est une application qui permet d'optimiser l'expérience au moment de l'achat au panier. C'est un truc qui s'appelle, alors c'est un nom très barbare, ça s'appelle Sticky Add to Cart Booster Pro. Voilà, mais c'est un truc qui en fait, le moment où la personne se dit, ok, bon, là maintenant j'ai envie d'acheter ce produit, je vais m'engager et je vais y aller. Je pense que à ce moment-là, il faut que ça soit super responsive et super fluide. Et le dernier outil qu'on utilise beaucoup, mais alors là, je ne serais pas capable de vous dire si c'est vraiment mieux que les autres ou moins bien. Nous, sur le mailing, toujours dans une logique 100% Made in France. Aujourd'hui, il y a un acteur qui s'appelle Sendinblue et qui aujourd'hui fait vraiment plus que le taf sur toute la partie mailing. Maintenant, je ne serais pas capable de le mettre en perspective par rapport à des Klaviyo ou des Mailchimp où j'ai aussi des super retours. Mais je pense que le premier outil à vraiment installer, c'est Hotjar et passer un peu de temps à observer les enregistrements. On reviendra sur la partie Hotjar en chat parce qu'il y a eu une question là-dessus de la part de Sarah, je crois. Mais si on doit mettre en parallèle les 2 solutions, Sendinblue et Klaviyo, c'est les 2 solutions aujourd'hui qui sont les plus privilégiées par les DNVB. Je pense que Pauline et Pablo pourront vous répondre en direct, puisque si je ne me trompe pas, Pauline, tu es utilisatrice de Klaviyo aujourd'hui. Alors, je suis fan de Klaviyo. Ouais, on a une fan de Klaviyo. Parce que voilà, tout à l'heure, on disait un peu comme l'efficacité, en fait. À un moment, ok, c'est cool le Made in France, mais en fait, il faut que ça marche. Donc, c'est pas, moi, je fais pas tout Made in France parce que par dogmatisme, en fait. Bien sûr. PayPlug, c'est la cerise sur le gâteau, mais avant ça, c'est une super solution sécurisée, super SAV, fluidité, ergonomie. Donc voilà. Et donc Klaviyo, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Okay. Les fonctionnalités qu'on peut avoir sur Klaviyo, c'est extraordinaire. Heureusement que mon associé n'entend pas ce que tu viens de dire, Pauline, parce que tous les jours, il n'a qu'un mot à la bouche, c'est Klaviyo. Non, mais pour le coup, on aura du mal à se positionner, nous, chez PayPlug, parce que c'est 2 solutions qu'on aime beaucoup. Tu fais un peu couper là, Pablo, là. T'es à moitié. Ouais, mais en fait, j'ai du soleil qui vient d'arriver par ma fenêtre. Et du coup, c'est un peu délicat. Soit je suis dans le noir, soit vous allez me voir en pleine lumière comme ça. Donc, je sais pas. T'as pas des lunettes de soleil. C'est vrai que ça fait un peu étrange. Et évidemment, le 3e conseil qu'on donnait, c'est de trouver vos clients où qu'ils soient. Et je pense que c'est la conclusion, une belle conclusion en tout cas pour ces discussions. Parce que c'est aujourd'hui la particularité et c'est ce qui fait le succès, en grande partie en tout cas, des DNVB et de la capacité pour elles à dérouler aussi rapidement et aussi efficacement, c'est la possibilité, la capacité d'aller trouver le client où qu'il soit, en magasin, en pharmacie,
sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça reste, je pense, une belle manière de conclure cette discussion. Merci infiniment à tous les deux pour ces échanges, pour cette table ronde virtuelle. Je rappelle, on était avec Pauline, du coup, fondatrice de Sève, marque de cosmétiques à base de sève de bouleau, et Pablo, cofondateur de The Trust Society, qui est aujourd'hui un e-shop qui se concentre sur le Made in France, sur le naturel, et qui vend les plus belles marques du panorama français. Pas encore Sève. J'espère un jour pouvoir voir arriver Sève sur The Trust Society. Est-ce que vous avez en chat des questions? Je pense qu'il nous reste 6 minutes à peu près. On a démarré à 54, il y a 54 minutes. Si vous avez quelques questions, n'hésitez surtout pas. Il y en a, je vois sur Hotjar, là, c'est plus pour Pablo. Sur Hotjar pour Pablo. Pour revenir juste rapidement sur les outils d'emailing, Sendinblue, Klaviyo, on n'en parlera pas maintenant, mais je vous invite, si vous avez des questions, à aller poser des questions directement à Pauline pour Klaviyo et à Pablo pour Sendinblue. Voilà, sur cette partie-là. Pablo, je te laisse rapidement donner ton ressenti sur Hotjar aujourd'hui. En fait, moi, je le vois plutôt comme une routine, si tu veux. Si jamais tu gères un site e-commerce, c'est plutôt la destination de la personne qui est vraiment responsable du site. En fait, le fait d'avoir la chance de pouvoir voir comment se comportent les personnes sur ta plateforme, je pense que ça n'a pas de prix. Et je voyais qu'il y avait une question de la même personne sur est-ce qu'il faut se faire accompagner sur la partie ergonomie UX. Nous, on ne l'a pas fait et je pense qu'on aurait dû le faire. On a mis très longtemps avant d'avoir un site qui soit vraiment, entre guillemets, qui ressemble à un site pro, quoi. Si tu veux, nous, au début, on s'est dit, OK, on va tout faire nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, avec Shopify, on peut tout faire tout seul. On peut vraiment, il y a plein d'outils de drag and drop qui permettent de faire son site vraiment tout seul. Et si c'était à refaire, je pense que nous, on aurait mis du budget. Aujourd'hui, si vous mettez entre, je sais pas, même 2000, même 3000 euros, je pense que vous pouvez vraiment avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide à avoir un site cohérent du début à la fin, avec une image cohérente, avec des transitions cohérentes, avec des formats cohérents. Et alors nous, le positif, c'est que finalement, on s'est auto-formé et à la fin, on a fini par travailler avec des gens et on arrive à un truc qui nous plaît. Mais je recommande de se faire accompagner sur l'ergonomie et l'UX au départ, juste pour avoir des bonnes bases et avoir quelqu'un qui vous dit là, votre bouton, il faut que par rapport à votre marque, il faut qu'il soit arrondi sur les bords, il faut que la couleur elle soit sombre, et il faut que je pense que c'est essentiel de se faire accompagner et c'est pas parce qu'on peut le faire tout seul que c'est une bonne idée de le faire tout seul. Je ne sais pas si tu corrobores, Pauline, ou si toi, tu as un point de vue peut-être un peu différent par rapport à ce sujet. Je suis un peu partagée parce que moi, en fait, j'avais pas mal de convictions. Déjà, en fait, moi, j'ai pris 5 sites que j'adore, que je trouve hyper fluides. Donc, je m'en suis hyper inspirée. J'ai fait toute l'arborescence. Mais après, j'ai pris, je ne l'ai pas fait moi-même, j'ai pris une agence pour le faire. Mais moi, je savais à peu près exactement ce que je voulais. Et après, ça a été vraiment des points de détail. Voilà, et après, il y a aussi des choses, moi je trouve aussi, c'est assez dogmatique. Voilà, le bouton arrondi ou carré ou vert ou noir. Honnêtement, enfin, OK, sur ces discounts qui fait 12 millions de… Voilà, on me dit, faut mettre un peu moins de photos, mais moi aussi, mes photos, elles parlent de l'univers. Enfin, voilà, parfois, il faut aussi, faut pas céder à toutes les sirènes de l'UX, je trouve. Parfois, il y a aussi des choses dans le storytelling ou dans… Voilà, moi, ma souris, elle se transforme en doigt apothicaire parce que, voilà, et peut-être ça va un tout petit peu me retarder mon site, mais en fait, les gens, ils kiffent, ils trouvent, et à chaque fois qu'ils vont sur mon site, ils disent, mais t'es génial, nanana, ça crée un truc. Donc voilà, moi, je suis un peu partagée entre… Enfin, voilà, moi, j'ai pas mal de convictions, j'avais pas mal regardé ce qu'ils faisaient, et puis après, j'ai aussi quand même écouté, mais je trouve que, voilà, quand on cherche des insights… honnêtement, il faut aussi se faire confiance à son intuition et regarder et comparer plein de sites. Moi, j'ai regardé plein de sites et chaque fois, je me dis, mais ça, c'est une trop bonne idée, ça. Et après, bon, le corroborer peut-être avec une agence ou un spécialiste, mais bon, les spécialistes, puis ça change tellement vite. Enfin, tout ça. Moi, je trouve ça pas mal de le faire Je trouve ça pas mal de le faire pour avoir une sorte de garde-fou qui va juste dire, OK, non, mais là, par contre, ça passera pas ou ça passera plus. Mais après, effectivement, le fait
quand je disais se faire accompagner, c'est plus pour quelqu'un qui aide à retranscrire sa plateforme de marque visuellement, si jamais on n'a pas forcément de disposition design à le faire. Après, si jamais vous avez si vous êtes déjà super bon en UX, que vous adoriez bosser sur faire des PowerPoint à l'école et que vraiment vous avez chez L'Oréal, voilà, bon bah Excellent. Et écoutez, merci en tout Et cas. attends, je termine juste sur un truc que tu n'as pas dit, mais je vois que c'est une des questions. Les tarifs de Payplug sont beaucoup plus attractifs que ceux de Stripe en plus, on n'a pas dit. Non, mais je vois que c'est un des trucs, mais c'est vrai, la com, c'est aussi une. Voilà, ça marche bien, mais c'est aussi un levier de changement non négligeable dans la décision, en fait. C'est un vrai point. C'est, j'allais dire, un peu la cerise sur le gâteau, comme toi tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux avoir une solution qui défonce, qui soit hyper simple à utiliser, hyper simple à mettre en place, une belle relation. Et en plus, tu avais effectivement le côté si ça peut être français, c'est bien. Et si ça peut être moins cher, c'est bien aussi. C'est encore mieux. Ouais, encore mieux. Je ne le répéterai jamais assez. C'est pas moi le meilleur commercial, c'est bien eux. C'est les clients qui sont contents, c'est les clients qui sont utilisateurs parce que c'est eux qui peuvent parler de la solution. Merci infiniment à tous les deux pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos conseils. Il y aura le lien qui va être repartagé dans une newsletter avec l'étude également en exclusivité, comme le disait Flora juste avant. Merci évidemment à Flora Rivaud qui a organisé tout ça, qui est allée chercher Pablo, qui est allée chercher Pauline pour qu'on puisse discuter aujourd'hui. Et merci évidemment à vous toutes et tous d'avoir suivi. On se dit à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Belle journée à tous les deux. Salut. Salut.